Bonjour, l'invité de Questions pour un patron cette semaine n'est autant un stratège qu'un vendeur. Stratège d'ailleurs, il a commencé sa carrière au Boston Consulting Group et puis c'est l'appel de l'entreprise, une entreprise qu'il conseillait au BCG, le groupe Beneteau, qui était à l'époque à Chantier Naval, 3e français, et en 5 ans il en fait le leader mondial de la plaisance, absorbant au passage ses principaux concurrents français. Et puis il y a eu Eurest, restauration collective et de concession, mais le grand œuvre, la grande aventure de mon invité, c'est lors qu'il a dirigé pendant 20 ans et d'une grosse PME. Là encore, il en fait un leader mondial avec plus de 50 000 salariés en multipliant chiffre d'affaires, bénéfices ou dividendes et prix de l'action par entre 50 et 80 à peu près. Bonjour Xavier Fontanet. Bonjour. Merci. Bon, Beneteau en fait en 3 ans. C'est Namro qui m'a formé au business. Puis, bien sûr. Le reste, j'étais aussi formé par Durand Daguin-Héroux aussi à la restauration. Bon, voilà. Bien sûr. Alors tout d'abord, les 3 questions. Xavier Fontanet, lors de cette campagne électorale, on voit que les candidats visitent beaucoup plus cette fois-ci les entreprises que les fermes, comme c'était de tradition pendant une campagne présidentielle. Est-ce que ça veut dire que les entreprises sont à nouveau prises en compte par les hommes politiques, selon vous ? Bon, c'est bien qu'ils visitent les entreprises. Je crois que ce qu'il faut, faut les connaître. C'est pas une visite qui vous révèle une entreprise. L'entreprise, ça prend beaucoup de temps à construire. C'est extrêmement subtil. C'est une communauté humaine. C'est dans tous les pays du monde. Donc, je pense que si ces visites les incitent à mieux nous comprendre, c'est déjà bien. Enfin, comprendre une entreprise, c'est quand même une chose, c'est compliqué. Et puis surtout, je crois qu'il y a une notion d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels les entreprises et les politiques ont des rapports très profonds et décontractés. Et les gens comprennent à quel point un tissu économique, maintenant, c'est la clé de l'économie mondiale. Si vous voulez, il y a des époques où c'était plutôt les armées qui comptaient. Aujourd'hui, c'est évidemment pouvoir être capable d'attirer et garder sur son sol les entreprises compétitives, c'est évidemment ce qui fait la prospérité des pays, c'est évident. Très souvent, vous avez dénoncé le peu de business-friendly, comme on dit, de la part des responsables publics français. C'est-à-dire que les Français, c'est assez curieux. C'est-à-dire qu'en français, on a 2 ancêtres qui sont Rousseau et Colbert. Donc, Colbert, c'était Louis XIV, l'État, c'est moi. Donc c'est le colbertisme et c'est l'idée que l'initiative privée n'existe pas. Et donc ça, c'est anti-entreprise. L'entreprise, c'est l'entrepreneur. Et donc l'entreprise, si on fait confiance aux entrepreneurs pour eux-mêmes prendre en main leur destin, vous voyez, sans que l'État dise ce qu'il faille faire. Alors moi, je suis tout à fait pour un État puissant. Quand on a travaillé en Russie, on se rend compte qu'on ne peut pas travailler s'il n'y a pas un État garant des libertés et de la propriété. Mais de là, avoir un État qui commence à s'occuper de tout et de micromanager, je pense que c'est des impasses, tout ça. Puis de l'autre côté, on a plutôt Rousseau. Donc Rousseau, ça a été l'inventeur du communisme et du socialisme. Alors là, c'est l'idée que c'est par l'égalitarisme qu'on va tout régler. Et donc, évidemment, la création d'entreprise, ce n'est pas tout à fait ses leviers, si vous voulez. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, aussi bien à la droite, qui est quand même colbertiste, on peut appeler un chat, et puis la gauche qui reste quand même très imbibée d'idées socialistes qui sont contraires à l'esprit d'entreprise. Et donc, oui, mais à propos donc c'est bien, il y a la pédagogie, pourquoi pas. À propos d'entreprise, il y a encore, cette fois c'est aux États-Unis, mais la polémique qui perdure sur les revenus des patrons, sur les salaires des patrons. Comment on va régler le problème? On ne va jamais en sortir de ce truc. C'est qu'en fait, on a choisi, et là je parle pour moi, c'est que moi j'ai toujours parié sur la transparence, l'idée que les Français étaient assez grands pour voir la transparence. Et donc on a libéré, on a donné toute l'information sur les rémunérations en étant très complet. C'est venu d'ailleurs du stock market qui voulait absolument savoir comment étaient les rémunérations. Alors dans mon esprit, si vous voulez, c'est ceux qui prennent le risque de l'investissement qui doivent décider de l'allocation de l'argent. D'un autre côté, il est évident qu'il faut que les rémunérations soient acceptées par le corps social. Mais d'un autre côté, il faut que le corps social comprenne que ces entreprises ont tellement grandi, ces parties de PME qui sont devenues, vous mentionniez, c'est vrai que moi j'ai connu 200, on est passé de 200 millions à 14 milliards de capi, donc ça fait, vous voyez, en 20 ans. Donc ça fait quand même de des capitalisation boursière, oui. Oui, donc ça veut dire que c'est des changements complètement de nature. Renault et PSA réunis, quoi, à peu près. Oui, ça, j'aime pas trop. Oui, c'est vrai, oui, c'est amusant. Maintenant, il faut être toujours modeste devant ces trucs-là parce que ça peut bouger, même si leur est très, très costaud. Non, ce qui se passe, c'est qu'on est en train la période va être le siècle des entreprises. Je pense qu'en fait, ce qui se passe vraiment, c'est que les entreprises qui ont réussi à se mondialiser
de façon heureuse. En fait, ce sont des communautés humaines internationales absolument prodigieuses. Et ça va aller très 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 loin, parce que je vois même le petit Essilor est passé de 2000 à 55 000 personnes en 40 ans, et aujourd'hui on a encore 20 ans de croissance devant nous, donc ça va être des gros bébés. Si vous prenez les grosses entreprises, les Nestlé qui ont 500 000 personnes, c'est à peu près évident qu'il y aura 2-3 millions de personnes qui travailleront pour elles. Ce sera plus gros que des États. Et donc en fait c'est un des éléments qui retravaille complètement le monde. Hein, il y a la famille, la ville où on vit, le pays et l'entreprise qui deviennent des vraies entités. Revenons chez nous. Est-ce qu'il faut se faire à l'idée que l'Europe, et notamment la France, n'intéresse plus les entreprises qui ont vraiment les yeux de chimène que pour ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire la Chine, le Brésil? Non, mais ça, c'est l'image. Si vous voulez, les entreprises, ce qui est très difficile, c'est qu'on se bat contre des images déformées. Alors, pour faire une bonne question, on s'amuse à lancer des trucs. Et puis, alors, comme en communication, on n'a pas de temps. Oui, là, on a du temps, mais on va discuter 5 minutes. Et ces sujets sont très complexes. Il faudrait qu'on puisse avoir 2 heures pour vraiment discuter encore. Et donc, comme on est dans une tyrannie du temps, est complètement contradictoire avec la finesse qu'il faudrait avoir pour expliquer des réalités complexes. Oui. Et donc, bon, je suis ravi de venir avec vous, mais il faut avoir du temps. Si vous voulez, toutes les télévisions, il faut donner du temps, il faut pouvoir s'expliquer, parce qu'on est en train de construire des trucs vraiment sérieux, si vous voulez. Hein. Mais c'est pas pour autant que l'Europe... Mais non, pas du tout. On est complètement mondialisé. Si vous voulez, c'est comme un parent avec ses enfants. Moi, on a des enfants. Bon, bah, chaque enfant, on les adore. Hein. Et donc, en fait, les entreprises sont complètement mondiales. Et en fait, pas du tout. On a besoin des talents de chaque continent pour se développer. Donc, on a besoin des talents européens pour se développer, des talents chinois pour se développer. Et donc, il n'y a absolument aucune contradiction, si vous voulez, entre le fait d'appartenir à un pays et le fait d'appartenir à une entreprise. Toutes les idées consistant à dire les grandes entreprises vont laminer les sociétés, ça vient de gens qui ne sont pas dedans, si vous voulez. Hein. Donc, je pense que c'est très très bien de nous permettre de nous exprimer. Hein. Je ne dirais pas qu'on est des Jérusalem célestes, mais enfin bon, on crée des entreprises avec des gens de tous les peuples qui sont très très épanouis et qui apportent leur talent. C'est ça, hein, à la construction de l'ensemble. Xavier Fontanet, on va passer maintenant aux questions des internautes. Alors première question, Bertrand L demande, les politiques reprochent souvent aux grandes entreprises de ne pas embaucher. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous embauchez pas? Elles embauchent pas? Alors si vous voulez, bon, alors d'abord les entreprises, je crois qu'il y a d'ailleurs, chaque entreprise est différente, c'est comme chaque personne a un visage différent, donc on ne va pas dire les entreprises, cependant comme on va dire les politiques, et puis les ouvriers, et puis les communicants et les journalistes. Non, pas généraliser, il ne faut pas généraliser, il faut regarder cas par cas. Bon, une affaire comme nous, si vous voulez, il ne faut pas juger que l'entreprise, il faut juger l'écosystème, hein, parce que si l'or est une affaire, on est un peu comme un tel, on fait des composants très sophistiqués pour opticiens. Hein, donc nous, on est une boîte très très technique et on produit des petits bijoux que les opticiens transforment. Un peu comme Intel fait un microprocesseur qui rentre dans un ordinateur. Donc l'équivalent d'IBM ou Dell, c'est l'opticien et le microprocesseur d'Intel, c'est le verre Essilor. Vous m'aviez expliqué que donc, sur un verre comme ça, il y a 400 opérations à peu près. Oh ben oui, c'est merveille, c'est de la nanotechnologie, c'est d'une complexité absolue. Et alors en fait, il faut regarder l'écosystème. Donc tout le monde reconnaîtra que dans toutes les villes, il y a les opticiens. Donc Essilor, si vous voulez, grâce aux bijoux que sont les verres, on a développé une profession qui a énormément embauché. Donc tout le monde le sait bien. Donc sur 20 ans ou 30 ans, je dirais que c'est dizaines de milliers de personnes qui ont été embauchées directement par Essilor, mais surtout indirectement. Alors maintenant, Essilor même, on a un taux de croissance, en gros, les gens étaient 2000, 1500 en 73, et aujourd'hui on est 4000. Vous voyez, donc le taux de croissance a été à peu près 1%, c'est le taux de croissance de la population. L'énorme changement qu'il y a eu chez Essilor, c'est qu'on avait une population qui était ouvrière il y a 40 ans, à 80%, et maintenant on a essentiellement des chercheurs, des techniciens, des cadres, des ingénieurs. Donc on a fait un shift énorme de population, et donc si vous voulez... C'est valable pour vos collègues des autres grands groupes, à votre avis, ce genre À mon avis, oui. Alors je ne sais pas pourquoi on diabolise toutes ces grandes boîtes, c'est complètement idiot. Et je crois qu'il faudra on devrait être fiers. Les Chinois, vous voyez, ont fait des classements mondiaux et ils ont classé dans les 100 meilleures entreprises 12 françaises pour un pays qui fait 4% du PIB. Bon, les médias, il y a eu 0 sur ce truc-là. Il y a eu un petit encart d'un grand journal. Le reste, c'est rien. Alors que c'est un élément d'espoir. Vous êtes où, ça montre que les Français sont... Vous êtes dans ce classement, je suppose. Comment ? Vous êtes dans ce classement ? Oui, il se trouve qu'on en est, mais j'en parle pas pour nous. Il y avait 12 boîtes françaises, et vous savez, c'est les 12 meilleures. Parce qu'ils n'ont pris que les gens qui étaient leaders en Chine dans leur métier. Leaders ou co-leaders. Donc on avait vraiment... Ça, ce sont des splendides sociétés françaises. Donc il faut plutôt leur dire comment est-ce que vous êtes débrouillés pour être leader en Chine. C'est admirable ce qui s'est fait. Et je pense que c'est plus par là qu'il faut prendre le sujet. Alors nous-mêmes, donc je pense que nous, évidemment, on a embauché. Alors c'est vrai qu'on a embauché beaucoup
beaucoup plus en Chine parce que les marchés sont neufs, si vous voulez. Mais on a mis beaucoup de technologies, toutes les R&D sont en France d'ailleurs. Vous voyez, donc, tout le savoir-faire est là, quoi. Bah, en gros, alors c'est sûr qu'on le déploie petit à petit et qu'on prend les bonnes idées partout dans le monde. Mais globalement, le cœur intellectuel est quand même en France. Alors, dans le travail quotidien, demande un internaute d'un grand patron, qu'est-ce qui a le plus changé en 20 ans? Voyage. Moi, je suis de ceux qui faisaient entre 500 et 750 000 km par an, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que je trouve que l'idée du gros patron avec le cigare dans les restaurants, ça, c'est complètement nul. On doit vraiment se battre contre une image déformée. Si vous voulez. Tous les gens qui ont monté les grosses boîtes, on a passé le temps dans les avions. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on donne des images comme ça? Et ça sert à qui? En tout cas, c'est sûrement pas aux Français, parce que si un pays n'aime pas ses entreprises, si vous voulez, à l'époque où l'économie devient capitale, il va passer à côté de toute la mondialisation. Hein. Donc, je n'arrive pas à comprendre cette agressivité et surtout à qui ça profite. Je n'arrive pas à comprendre. Ah tiens, à propos d'opticiens, Thomas me demande que pensez-vous du lancement d'opticiens en ligne comme, oui, alors ça c'est là, bien sûr. etc. Donc ça c'est sûr. Bon, il y a beaucoup d'évolutions et Internet a sûrement des vocations dans l'optique. En fait, le vrai sujet c'est le verre de contact. Hein. Le vrai domaine dans lequel l'optique en ligne fonctionne, c'est le verre de contact parce que vous n'avez pas besoin d'adaptation. Dans la lunette, et surtout la lunette très, très précise et progressive, comme il faut mettre les yeux en face des trous au millimètre près de chaque côté en hauteur et en largeur, c'est quand même des sujets beaucoup plus difficiles. Non, je pense que ce qu'il y en aura, on aura des systèmes hybrides, c'est-à-dire que probablement les lunettes pourront, les montures elles-mêmes, la monture peut à ce moment-là se mettre assez facilement sur Internet, le verre ophtalmique et le montage, notre paire de manches. Donc je pense que les systèmes s'avanceront plutôt vers des systèmes hybrides avec des opticiens ayant des systèmes Internet chez eux. Je pense que mais bon, il y a encore un très long chemin. Mais c'est les pays les plus avancés, c'est certaines régions du Canada, certaines régions de la Finlande, où on voit des business models se développer, mais c'est le verre de contact surtout. Hein. Le verre de contact qui est l'endroit où l'Internet se développe. Alors évidemment, ça fait des articles très spectaculaires, tout ça, fini les lunettes, mais vous savez, on a expliqué ça avec les verres de contact, ça s'est pas passé, on a expliqué ça avec les opérations laser, bon, alors ça fait de très beaux papiers, puis bon, ceci dit, il faut rester attentif à tout ça. Hein. Autre question d'Éric, est-ce que vous ne pensez pas que l'intelligence économique est une composante trop souvent oubliée par les politiques, qui ne donnent pas le cadre favorable aux grands groupes pour justement préserver leur savoir-faire économique, voire aller chercher à l'extérieur aussi cette intelligence économique? Oui, mais je ne comprends pas le mot d'intelligence économique. Vous voyez, ça veut dire quoi, intelligence économique? C'est la capacité en recherche et développement, à créer des nouveaux produits, et puis surtout à les garder vis-à-vis de la concurrence, etc. quoi. Non, mais c'est sûr que... Alors maintenant, je suis assez content de voir que les dernières statistiques de l'INSEE montrent que les recherches et développements, c'est très concentré dans les grands groupes. Hein, parce qu'il y avait un mois, on expliquait que les grands groupes, c'était très peu d'effectifs, c'est pas qui embauchaient, etc. On se rend compte quand même que ça pèse un petit peu. Donc là, je suis assez content de voir ça. Non, les gros groupes français font pas mal de recherche et développement, en fait. Hein. Alors après, il faut être très précis dans les mots. Il y a la recherche, le développement. Il y a la recherche fondamentale, souvent, qui se fait avec les universités. Hein. Non, mais on sait que la bagarre, pardon de vous interrompre, mais on sait que la bagarre va venir, et ceux qui vont gagner sont ceux qui auront le plus de valeur ajoutée et qui fabriqueront le plus de valeur ajoutée. Et là, l'intelligence économique a sa part, justement, pour pas se faire piquer les bons brevets. Pas se faire piquer les brevets, il y a deux dimensions. Il y a une dimension juridique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des systèmes juridiques, que le dépôt de brevets soit bien fichu, mais il faut surtout que les juges, il faut beaucoup investir dans les juges, parce que par exemple, nous, les brevets sont tellement sophistiqués que les juges ont du mal à comprendre. Et donc, il faut investir beaucoup pour avoir des juges capables de comprendre les problèmes technologiques sur un progressif. Vous savez, les brevets progressifs, c'est très compliqué. Hein. Et les juges, c'est difficile pour eux de comprendre. Donc, il y a un très, très gros travail au niveau des juges. Donc, ça, c'est vraiment pour s'assurer qu'il y a un bon système de brevets. Et je pense que, si vous voulez, je crois que c'est Élisabeth Ier d'Angleterre qui a inventé le principe du brevet. Le principe du brevet, c'est donner au trouveur, c'est la récompense du trouveur. Hein. Vous savez qu'on dit beaucoup qu'il faut investir dans les chercheurs. De Gaulle disait, moi je veux des trouveurs, je veux pas embaucher des chercheurs. Donc il faut faire très très gaffe à mettre de l'argent dans la recherche. Le vrai sujet, c'est trouver. Et la bonne façon de favoriser la recherche, c'est de récompenser les trouveurs.
Et donc, il faut que quand quelqu'un a trouvé, d'abord on dit c'est lui, on lui vole pas l'idée, et puis il faut que l'entreprise qui a ce brevet puisse l'exploiter. Donc c'est ça qui a lancé la recherche, c'est protéger la découverte. Alors il y a une autre façon aussi de la protéger, ça une fois que les brevets sont faits, c'est d'avoir des entreprises qui soient équilibrées entre commercial et technique. On dit toujours, l'inventeur, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Eh oui, c'est parce que le commerce est important. Or, le commerce est mal vu. Vous savez, en France, on dit que le commerce, ce sont des parasites, etc. Non, les grandes recherches ont besoin de commerçants pour les vendre partout. Donc, vous aimez bien vendre, vous, d'ailleurs. Hein, vous avez toujours défendu je pense que la vente non, c'est justement par esprit de contradiction, c'est que on considère que la vente et la finance, c'est pas bien, c'est des parasites. Pas du tout. Sans banquier, on ne peut rien faire, parce qu'il faut bien financer. Et puis, un vendeur, la vente précède quand même la production. Hein. Il faut d'abord avoir vendu pour produire. Hein. Donc, je pense que les deux sont importants. Et dans cette pédagogie sur la recherche et le développement, il faut mettre des commerçants aussi puissants que les chercheurs. En fait, c'est ça qui marche. Et c'est ce qu'on a dans les grands groupes. Les grands groupes français qui marchent, c'est ça. C'est qu'ils ont les deux. Ils ont les deux. Donc c'est ça qui défend pour répondre à votre question, c'est ça qui défend, c'est avoir des bons vendeurs. Xavier Fontanet, récemment le gouvernement actuel a évoqué la possibilité d'une prime de 1 000 € pour les salaires des entreprises qui versent des dividendes importants, et puis il a fait marche arrière là-dessus. Vous en retirez quoi, vous ? Attendez, c'est toutes les histoires, on a connu le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Dommage, c'est toutes les histoires de partage de la valeur ajoutée, de la valeur actionnariale créée. Si vous voulez. Donc ça, c'est depuis très longtemps. Donc évidemment, le premier qui a commencé, c'est Général de Gaulle, qui était avec la participation. Je pense que c'est une très très bonne chose. Bon, la vision qu'on a chez nous, c'est que c'est l'accès au capital qui est le vrai sujet. La vraie façon d'installer le personnel dans l'intéressement, c'est de lui permettre d'acheter les actions de l'entreprise. Parce que si vous voulez, un profit, c'est le récompense d'un risque pris. Parce que la règle est quand même simple, c'est que vous avez le capitaliste qui prend son risque, il verse le salaire que l'entreprise fasse ou pas de profit, mais quand il y a un profit, il a quand même droit. Si il a pris tout le risque, qu'on sait que si l'entreprise perd de l'argent, il se prend toute la baigne. Et quand il y a un profit, quelqu'un par derrière arrive en disant « Ah, je le prends », là, vous tuez tout. Parce qu'à ce moment-là, c'est de la spoliation. C'est de la spoliation après coup des résultats d'un risque pris. Alors ça, c'est tuer l'entreprise et c'est tuer l'investissement. Donc je pense qu'il faut que, quand un investissement a réussi, les personnes soient récompensées. Et pour faire participer le personnel à cette récompense, il faut l'associer au capital. Alors, ce n'est pas non plus très simple d'associer au capital, parce que c'est accepté de prendre un risque. Hein. Mais alors, si les gens veulent le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils veulent ne pas investir et avoir du résultat, s'il est là, et s'il n'y a pas de résultat, on a quand même le salaire, on est en train de monter un système qui ne fonctionne pas. Vous militez beaucoup pour l'actionnariat salarié. Voilà. Est-ce que vous êtes entendu maintenant, notamment par les pouvoirs publics ? On est entendu en Chine surtout. Ah bon ? Je pense que les pouvoirs publics français sont conceptuellement, pour l'instant, ils sont encore contre, parce que ils ont sûrement vu les dégâts. Quand ça ne marche pas, l'employé perd son travail et son investissement. Donc ça, c'est fait qu'ils ont assez peur en France. Mais il y a d'autres pays dans lesquels ils ont été beaucoup plus loin. L'Amérique, en fait. On peut raconter ce qu'on veut. L'Amérique a favorisé un très gros actionnariat salarial. Hein. Et puis la Chine, actuellement. Le livre que j'ai écrit a un grand succès en Chine. Et j'ai tous les mois... Si on faisait confiance aux entrepreneurs. Des grands patrons chinois, perso, des présidents de sociétés, qui viennent me voir pour que je leur explique l'actionnariat salarié. Donc je pense que les Chinois, à mon avis, vont être les grands avant nos hommes politiques, même si la loi française est assez favorable à l'actionnariat salarié. Mais globalement, on sent que ça, quelque part, les hommes politiques sont pas... On sent qu'ils ne sont pas pour. Xavier Fontanet-Agathe me demande si justement une partie du groupe Essilor vient d'une coopérative. Alors, est-ce que c'est un bon modèle que cette espèce de mélange entre une coopérative inspirée des idées de Proudhon d'un côté et puis la famille Lissac, enfin c'est un truc qui marche, privé de l'autre. En fait, les modèles, il faut faire gaffe au mot modèle parce que oui, ça a beaucoup de sens dans modèle. Hein. Il y a modèle, ça veut dire un système, puis il y a modèle au sens de fashion, donc il faut faire gaffe au mot modèle. Non, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a 40 ans d'expérience réussie. Et donc, en fait, on ne prétend pas qu'on a raison, mais on montre toujours ce qui s'est passé, parce que l'actionnariat salarié, si vous voulez, ça change complètement le rapport entre l'employé et l'entreprise, et ça change aussi le rapport entre le patron et l'employé, parce que le patron devient responsable des économies de ses employés. Et ça crée un système beaucoup plus égal. L'autre avantage, c'est que les employés comprennent ce que c'est que prendre un risque.
Et donc, ils sont beaucoup plus réactifs dans les difficultés, quand il s'agit de couper un peu les coûts pour passer une bonne année. Donc, je pense que si vous voulez, je pense que c'est une très grande réponse à la crise qu'a connue le capitalisme dans les 5 dernières années. Donc, moi, je suis très fanat de l'actionnariat salarié. Xavier Fontanet, on va terminer par, on espère, une note d'espoir. Il paraît que, nous dit Monique, il paraît que la Chine va être confrontée dans 10 ans à une décroissance de sa population. Voilà. Est-ce que note d'espoir, la Chine qui décroît, note d'espoir? Non, mais je veux dire par là, est-ce que ça veut dire que du coup ça peut rééquilibrer les emplois entre l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Nord et la Chine et l'Amérique latine? Alors vous n'avez combien de temps pour répondre? Malheureusement pas beaucoup. Bon, je réponds pas. Non. Pourquoi? C'est trop. On peut pas, si vous voulez, c'est une question qui est extrêmement subtile. Il faut au moins 10 minutes pour répondre. Alors, si vous voulez, les équilibrages, les rééquilibrages, d'abord la Chine va continuer à croître, elle croît moins vite. Mais maintenant, l'économie à une telle échelle qu'on ne peut pas faire croître une économie d'une telle taille. Et donc, même si ça croît moins vite, ça continue à croître très vite. Donc, tous ceux qui se disent « Ah, ça y est, la Chine a des problèmes », à mon avis, ils se font plaisir, parce que la Chine reste très puissante. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils industrialisent. Ils ont industrialisé toute la partie qui est près de l'eau. Et là, maintenant, ils sont en train d'industrialiser une deuxième couche. Donc, tous les gens qui espèrent que la Chine va tomber, je pense qu'ils écoutent un peu ce qu'ils veulent entendre, ou ils croient ce qui leur fait plaisir. Non, mais il peut y avoir un rééquilibrage peut-être. Non, mais le rééquilibre se fait aujourd'hui, si vous voulez, parce que nos entreprises ont développé les idées de protection sociale, etc. Et si vous voulez, pour que la Chine arrête d'épargner comme elle épargne, il faut évidemment qu'elle ait une sécurité sociale et une retraite. Donc la bonne façon, si vous voulez, pour régler l'économie mondiale, c'est de pousser les Chinois à donner une sexo et financer leur retraite. C'est ça qui va arrêter de trop épargner et c'est ça qui va libérer le commerce extérieur. Bon, donc là, je pense que c'est dans le bon truc. Ça va. Et deuxièmement, il faut voir que la pression salariale, les salaires ont augmenté énormément en Chine, donc les rééquilibrages sont en train de se faire. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire réduire nos dépenses publiques, parce que si vous voulez, on attaque beaucoup les entreprises qui n'embauchent pas, etc. Mais le vrai sujet, à mon avis, en France, c'est le fait que la sphère publique coûte beaucoup trop cher. Et donc, vous voyez, on n'a pas posé une seule question. Ce serait la vraie question à poser, si vous voulez. Comment se fait-il qu'on explique que les entreprises ont du mal en France, alors que les Français, vous les mettez à l'étranger, ça fait des merveilles? Alors la raison, c'est que le sol français n'est pas fertile. Bon. Et donc, vous voyez, on a parlé des entreprises, on n'a pas parlé de ça. Donc, on est toujours en position de se faire attaquer et on ne se pose jamais le vrai sujet, qui est que le sol français n'est plus fertile. Alors moi, je vais vous dire, les petites graines que sont les entreprises, ça marche très bien. Et puis le sol, il faut enlever. Et donc pourquoi? Parce que le sol français, il y a des cailloux qui sont les impôts et plein de broussailles qui est la bureaucratie. Donc que les hommes politiques commencent à s'occuper de commencer à envoyer un petit peu toute la broussaille, ils enlèvent tous les cailloux, on fout un peu d'engrais et les mêmes petites graines, elles exploseront. Voilà mon idée, vous voyez. Donc c'est pas, on va toujours aller chercher le problème chez l'autre, mais bon. Donc la prochaine fois, pour poser des questions là-dessus. Voilà. D'accord, c'est promis. Merci Xavier Fontanet.